Donc je voudrais vous parler aujourd'hui d'une petite forme que j'ai trouvée dans les textes, dans des essais écrits par Henri Michaud. Et cette forme, je l'ai appelée le concept-objet. C'est pas une nomination très à droite, mais je l'ai pas trouvé plus poétique. Moi, je travaille sur un corpus d'essayistes plus vaste que sur Henri Michaud, mais je me suis intéressée à lui aujourd'hui parce que c'est celui qui investit le plus ostensiblement des images dans sa réflexion. Puis c'est le concept-objet, je vais l'aborder dans cette optique-là, de qu'est-ce que c'est une pensée qui se construit avec des images, à partir des images, en partant du fait que comme l'image n'est pas un ornement, mais bien qu'il y a un travail de réflexion, puis ça travaille à la pensée. Donc je m'appuierai pour parler de ça sur un recueil d'essais de Michaud qui s'appelle Passage. Et c'est un recueil où les différents textes sont parus ou bien en revue, ou bien ça a été des préfaces ou des textes que Michaud a écrits comme commande. Donc le concept-objet, qu'est-ce que c'est? C'est une image, c'est l'association dans une phrase d'un concept et d'un objet, souvent rattaché par la préposition de. Donc, pour vous donner quelques exemples, Michaud écrit par exemple « Je les observerai du coin de l'œil et du recoin de l'âme ». Donc on a l'âme, le concept, le recoin, l'objet, en tout cas la chose palpable, qui sont alliés, le recoin de l'âme. Donc je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez vous faire une idée, puis je développerai des exemples au fil de ma réflexion. Donc il parle par exemple de l'infini moutonnement des possibles, il parle des barreaux de réalité, il parle aussi de véritables bancs d'idées, nombreux à en avoir la respiration coupée, et il parle aussi du gisement du sommeil. Donc il y en a vraiment beaucoup, il y en a beaucoup, et on en découvrira quelques-uns au fil de la réflexion. Donc l'observation de cette petite forme dans les essais de Michaud, mais je l'ai aussi vue chez Hélène Dorion, chez Suzanne Jacob, chez Jacques Brault, elle m'a intéressée dans une réflexion plus large que je mène dans le cadre de mon doctorat, autour du réel et de la manière dont la réflexion essayistique, elle, modifierait notre rapport au réel. Puis il y a quelque chose de l'engagement du rapport entre les mots et les choses qui se trouve dans cette petite forme-là. Et donc dans cette forme, Michaud emmêle d'une certaine manière réflexion et tangible par le lien entre le concept et l'objet. Plus largement, l'imaginaire de Henri Michaud, dans ses textes poétiques aussi, investit souvent le corps. Le sensible ou des objets comme un espace ou comme une matière. Chez lui, corps, objet et phénomène ne sont pas des formes, des données fixes et définitives, mais c'est plutôt, c'est pas une sorte d'enveloppe à laquelle on serait condamné à réclusion. Au contraire, c'est plutôt des lieux d'expérimentation, donc le corps, les objets, les phénomènes, c'est plutôt des lieux d'expérimentation qui sont investis dans la recherche perpétuelle d'une forme, dans l'interaction entre plusieurs objets. Michaud, dans le fond, ce qui est toujours nommé de manière péjorative chez Michaud, c'est la forme arrêtée. À un moment, il dit « quand on meurt, on devient toute os ». Puis il y a vraiment cette idée que tout ce qui est solide, tout ce qui est formé est mort et arrêté, et que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est plus du côté du fluide. Et il parle à un moment du fait que dans Passage, ce serait magnifique, un visage qui changerait tout le temps de forme selon ce qui se passe dans la tête de la personne. Puis il y a vraiment cette réflexion-là, ça s'ancre dans cette réflexion-là, l'idée de lier concept et objet et de chercher des formes et rechercher encore des formes nouvelles. Et pourtant, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir combien la pensée et le concept trouvent chez Michaud une forme physique très juste et combien on a l'impression que les alliances sont évidentes. Mais l'impulsion de l'écriture essayistique est là, en dehors ça touche aussi bien d'autres essayistes, de toucher le réel par le verbe, de faire se rencontrer matière et pensée, se heurte toujours au fait que la littérature, elle se situe sur le plan du langage, et que donc, quand on parle des barreaux, quand on parle d'un gisement, on est toujours dans la connotation, la dénotation, mais on ne touche jamais vraiment au réel. Et si les barreaux permettent à Michaud de figurer l'idée de réalité, c'est ça. Les barreaux sont toujours une projection à partir de la convention du langage. Je voudrais du coup montrer plus largement dans ma recherche de doctorat combien il y a quelque chose de concret qui joue dans une réflexion portée par les images, mais ici je vais plutôt essayer de montrer comment la forme du concept-objet parle de la démarche de la pensée essayistique. Comme il y a des démarches décidées, chaloupées, énergiques, je voudrais montrer comment avec le concept-objet,
la pensée de Michaud dans Passage se déplace sur l'arête entre le réel et la pensée. Et comment l'écriture joue sur leur mélange et leur distance simultanée, sur ce que ça signifie en termes éthiques et politiques, comme posture éthique et politique dans notre rapport au réel. Donc, quel genre d'image peut bien être un concept-objet ? Globalement, c'est similaire à une métaphore, on va dire, ça rentre dans le champ très large de la métaphore, mais on va dire, sur le plan de la grammaire, une métaphore, ça rend très étroit le lien entre les deux mots qui la composent jusqu'à ce qu'elles se confondent, du moins sur le plan du langage. La métaphore, elle se place sur une relation d'analogie. On peut lire à ce sujet une description assez précise puis assez utile, si jamais ça vous intéresse, sur le fonctionnement de la métaphore dans un gros traité de rhétorique qui a été écrit dans les années 70 par Chaim Perelman et Lucy Olbrecht-Teka. Puis moi, je suis allée voir là-dedans pour essayer de voir le mécanisme un peu de ça. Je vous épargne les subtilités, mais l'idée, c'est que les auteurs de ce traité de rhétorique placent la métaphore à l'extrémité d'un continuum entre identité, ressemblance et analogie. Et la métaphore, comprise dans sa forme la plus stricte, deux mots accolés, donc même si on sait que la métaphore, en tout cas, c'est beaucoup plus large que ça, puis beaucoup plus multiforme, comprise dans sa forme la plus stricte, la métaphore se place à l'extrémité du continuum, du côté de l'identité, dans la mesure où le comparant entre les deux mots est gommé. Donc, on laisse entendre qu'il y a une correspondance parfaite entre les deux mots. Or, dans le concept objet, entre les deux mots, il y a une préposition qui vient rendre visible cette distance entre le concept et l'objet, la distance qui est celle du langage, tout en touchant à une image précise, à une forme. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans sa réflexion, Michaud utilise des images où, de manière visible, on sort de cette logique d'identité pour se placer dans une dynamique tensionnelle. Par exemple, Michaud écrit « J'essaie par des pieds nombreux de m'arracher du gisement du sommeil ». Le gisement nous parle de la manière dont le sommeil s'exprime, en quelque sorte. L'idée, c'est que le concept objet ne nous dirait pas ce qu'est le sommeil, la nature du sommeil. Il n'établit pas une correspondance qui saturerait complètement le sens, car la métaphore, en rassemblant forme et abstraction, semble refaire un lien presque ontologique, effacer l'écart du langage, qui fait que, même si en voyant une colombe, un dessin d'une colombe, on pense à la paix, la colombe en elle-même n'est pas la paix. Dans le concept objet, la rencontre des deux mots crée un sens inédit, donne à les comprendre, ils s'informent de manière nouvelle, on peut même dire que les deux mots se réactivent l'un l'autre en créant une image ensemble, mais ils ne sont quand même pas assimilés, ils ne sont pas fondus l'un dans l'autre. La préposition s'interpose en quelque sorte, ou vient assurer leur liaison et signifier leur distance. En fait, le concept objet demande de se représenter la coexistence de deux mouvements contradictoires, parce qu'il s'agit de se représenter quelque chose comme une alliance, mais une certaine assimilation, parce qu'on touche à une seule forme, le gisement du sommeil, mais à la fois il reste deux mots, donc il faut penser à la fois à la rencontre et à la fois la disjonction. Dans Phénoménologie de la perception, Maurice Merleau-Ponty a une phrase qui est vraiment belle pour exprimer ce double mouvement de rapprochement et de mise à distance. Il écrit « Le miracle de la conscience est de faire apparaître par l'attention des phénomènes qui rétablissent l'unité de l'objet dans une dimension nouvelle au moment où il la brise. » Et on pourrait dire que le concept objet manifeste la capacité de l'écriture essayistique à construire son argumentation, sa réflexion, à construire dans son argumentation, une forme fuyante, une expression nouvelle qui touche à quelque chose tout en la brisant. Et c'est toujours au niveau du texte que ça se passe. Le concept ne prend pas forme définitive dans l'objet ne sature pas la polysémie du concept, mais on touche quand même à quelque chose, à un sens particulier. Michaud écrit « Pourquoi faut-il que je compose pour que passe enfin mon torrent d'ange ?» Le concept objet prend place dans un réseau sémantique plus large. Dans chaque texte, on a un réseau métaphorique dans lequel vient s'inscrire le concept objet. Il n'apparaît pas comme dans une écriture très plate, il a vraiment une écriture très imagée, Michaud. Et ici, par exemple, le concept objet, il s'appuie sur le détournement de l'expression « un ange passe », puisque « pour que passe enfin mon torrent d'ange ». Et c'est ça, c'est aussi ça qui donne la pertinence du concept objet, c'est cet environnement métaphorique qui fait que c'est pertinent. Et pour le dire en des termes simples, il y a une espèce de justesse de l'expression, c'est ça, on touche à quelque chose, mais elle n'est pas définitive, c'est une modalité parmi d'autres.
Il faut recommencer, remettre la main au métier de l'écriture pour trouver des formes justes, où la pensée et le monde se touchent sans s'aliéner, toujours dans la distance du langage. Et de ce point de vue, il y a un peu quelque chose de dramatique, parce qu'au final, on est toujours à la recherche de formes justes et on est toujours confronté à notre impossibilité à toucher le réel par le langage. Et j'ai trouvé que Michel Deguy, dans L'énergie du désespoir, avait une phrase qui permettait de saisir cette rencontre de la liaison et de la déliaison dans le concept, du concept et de l'objet de manière assez intéressante et fructueuse. Il écrit « Alors, l'art dont nous parlons encore, ai-je la nostalgie de sa fonction de refaire du tiers, de l'antre, de l'autre, qui resépare, remet en relation avec l'absence, écartant le réel perçu et l'image fascinante, réespaçant, refaisant de la place pour le vide, comme au théâtre. » Et non seulement le concept-objet travaille à refaire du tiers, en donnant de nouveaux corps à des idées, ou même en leur donnant un corps tout court d'ailleurs, mais dans l'écart entre les deux mots, il travaille la relation entre le langage et le monde qui est toujours à recommencer. Il ouvre un espace entre les deux et l'habite. Par exemple, une expression comme « l'éruption de la colère » tire justement sa force de sa polysémie et de sa diversité de dénotation et de connotation. Elle ramène l'humain du côté du tellurique, souligne l'aspect événementiel par lequel la colère s'exprime, en décrit la force, le panache. Le concept-objet témoigne au niveau microscopique de la capacité de la pensée imagée de laisser à produire du tiers. Un espace où des formes nouvelles apparaissent, s'étoilent, se brisent, quand il s'agirait de les fixer définitivement. D'ailleurs, pour Michaud, on n'est véritablement un que dans l'élan, c'est-à-dire dans l'intervalle avant d'avoir sauté, avant d'avoir pris forme définitive. La pensée de Michaud cherche à déjouer la rigidité de la forme et se situe, à l'instar de ce qu'explique Merleau-Ponty, au basculement entre une forme nouvelle, juste, et son annihilation dans l'impossibilité à saturer le sens, dans la dynamique du monde qui est toujours changeant, mobile. Et dans cette perspective, le concept-objet est le signe d'une pensée qui fonctionne par l'aporie, qui part du fait que l'expression juste fait défaut, et qui pense par rapprochement en assemblant concept et objet. La pensée essayistique, elle se déploie dans cet espace tiers qui sépare les deux mots, le vide où ils se rejoignent et où ils demeurent cependant distincts, comme une caisse de résonance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle vraiment, cette chose microscopique, elle nous parle vraiment aussi d'une démarche macroscopique, d'une pensée qui va chercher, comment dire ça, en fait, je le dirai après. Je ne vais pas vendre mon pitch. Le concept-objet ouvre aussi, en lien avec des métaphores et des figures, un espace tiers à l'échelle du texte. Dans la réflexion, qui se déroule comme ce qu'on peut imaginer se dérouler comme un fil tendu par tout un réseau sémantique et métaphorique, le concept-objet participe à l'élaboration d'un imaginaire qui enrichit la pensée dans un mouvement d'apparition-dissolution, puisque la plupart du temps, en fait, Michaud, il développe pas du tout le concept-objet, l'image qu'il crée, il la développe pas du tout, il passe dessus. Et le concept-objet, en cela, participe d'une pensée imagée qui ne se construit pas de manière linéaire, structurée, progressive, mais au gré de petites apparitions éclatées. Et je vais vous lire un passage pour vous donner une idée un peu plus comme structurelle, parce que là, je vous ai cité comme que des petites formes sorties de rien, puis je voulais juste vous lire un petit paragraphe. Donc là, il parle en fait de son expérience de peinture, ce qui se passe quand il peint. Puis il explique qu'au départ, il maîtrise tout, puis à un moment, comme il y a un verre qui se renverse, la peinture déborde, il est complètement débordé, puis il s'abandonne au geste frénétique de la peinture. Donc il dit « L'énormité de la vague qui déferle en moi à cette heure ineffable est telle qu'il faut bientôt, quoiqu'étant à l'apogée de ma vie, il faut que je m'arrête, tandis que mon cœur, comme un faux mort se réveillant dans un caveau, reparaît à mes sens, frappant à grands coups ma poitrine, qui me paraît trop étroite, y jetant de grandes, d'intolérables nappes de joie. » Fait que, nappe de joie étant le concept objet. Donc on l'attrape au vol, là, ce petit intolérable nappe de joie, concept objet qui s'est glissé dans la trame de la réflexion, mais sur lequel le texte passe. L'approfondissement de la signification est laissé à la lecture, au bon soin du lecteur ou de la lectrice, et permettant de garder un certain bouger dans l'interprétation qu'on peut en faire. Le concept objet tel qu'il fonctionne dans un texte montre un sens qui se constitue plus en clignotement. Ça, c'est une expression de Jacques Brault dans Chemin perdu et chemin trouvé, le sens qui se constitue par clignotement. Puis on peut penser aussi
au texte de Georges Didier Huberman sur... L'île du ciel. Ouais, c'est ça, mais je me souviens plus, j'arrive pas à rattraper le titre. La survivance du ciel. Exactement. Dans ce clignotement, le sens se constitue par intensité sporadique plutôt que par constance souveraine. Et en fait, c'est un peu l'éthos de l'essayiste qu'on peut lire entre les lignes. C'est-à-dire que la réflexion, elle ne s'élabore pas en surplomb par une maîtrise de son sujet, du sens de la réflexion. Mais comme on a pu le lire plus haut, comme j'ai pu le dire un peu avant, dans la réflexion, elle se met dans l'espace entre concept et objet, elle est à l'intérieur du texte. Puis il se trouve aussi que le passage que je vous ai lu, c'est intéressant parce que l'essayiste, il se présente, il est pris par l'affolement. C'est pas quelqu'un qui pense de manière raisonnable, très détaché de son sujet, très souverain et très maître. Il est comme incarné, puis ça se passe à l'intérieur de lui. Donc oui, les concepts-objets participent d'une pensée non souveraine qui vit dans l'espace paradoxal d'une énonciation qui est toujours précaire, qui recommence le langage commun, qui construit l'imaginaire social. C'est une pensée non souveraine, donc ça veut dire que c'est une pensée qui est non achevée et qui demande à son lecteur, à sa lectrice de s'investir pour constituer de nouveau à chaque lecture de nouvelles pistes de sens à partir de ces clignotements qu'il ouvre. Ok, je termine. D'un point de vue logique, cet espace-tiers, il est vraiment important parce qu'il permet de sortir d'un raisonnement binaire qui découpe en ou et ou le concept ou l'objet, sans céder non plus à la fusion. Le concept-objet participe d'une pensée qui accueille la complexité et le paradoxe. À travers la complexité et le paradoxe du lien entre l'objet et le concept, les mots et les choses qu'on n'arrive finalement pas à résoudre, on reste dans une relation paradoxale. Et pour moi, cette possibilité de créer de l'inévidence, c'est une activité qui est éminemment politique, parce que la pensée qui s'appuie sur le concept-objet, elle diversifie les modalités de résolution de la tension entre le réel et la pensée, puisqu'il y a plusieurs compréhensions possibles et ça appelle à ce que le lecteur s'investisse. C'est ça. Le concept-objet, c'est comme un ouvroir. On ouvre l'horizon, puis on travaille à partir du matériau de la langue. Je passe sur mon petit exemple que j'allais dire. C'est ça. Donc le concept-objet, pour terminer, travaille à garder le caractère problématique et complexe du réel et de la pensée tout en proposant des formes, des images vives qui cherchent à bâtir la pensée, qui permettent de bâtir la pensée essayistique. Les concepts-objets que l'on rencontre dans Passage participent d'une langue et donc d'une pensée bien vivante. Au-delà des considérations de style, d'ornement ou d'effet que l'on attribue bien trop souvent à la personne de l'auteur en se concentrant sur lui, parce qu'on parle aussi tellement rarement d'elle, les auteurs je me suis perdue. C'est ça. Au-delà des considérations de style qui mettent la figure de l'auteur en avant, la vitalité d'une langue dans l'élaboration d'une réflexion tient plutôt ou devrait tenir d'une pensée cherchant à donner de l'air à nos imaginaires. Cela signifierait chez Henri Michaud à la fois renouveler parfois férocement l'usage que nous faisons du monde, décupler les possibles, puisqu'avec lui on peut se vautrer dans des photos, se baigner et se masser dans les touches d'un piano, observer du coin de l'œil et du recoin de l'âme, si on cultive la diffraction et la polysémie des concepts-objets et des images que l'on trouve dans les textes. Le vide, l'espace dont parle Michel de Guy, n'est donc pas tant une vidange de tout ce que nos esprits peuvent recevoir, qu'une manière de redonner du champ au réel pour être multiple. Il ne doit pas vous échapper à quel point cette possibilité de garder un réel ouvert et divers est vitale pour notre présent, puisque la rhétorique de l'austérité et plus généralement la rhétorique politique des pays occidentaux sont construites sur l'idée qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si l'on suit les pas du concept-objet chez Michaud tel que De Guy nous le donne à comprendre, le concept-objet écarterait le réel perçu et l'image fascinante. C'est-à-dire qu'il nous maintiendrait à bonne distance d'un réel et d'un imaginaire trop prégnant. Cet espace tiers de l'image dans la réflexion permet de nous émanciper d'un réel élevé en idole et de buter suffisamment sur l'image pour qu'elle ne nous aliène pas, dans le meilleur des mondes de la réception et de la démocratie, bien entendu.